On l'a surnommé le roi de la cocaïne. Un homme capable de faire trembler un pays entier et même le gouvernement des États-Unis. Pour certains, il était un héros du peuple. Pour d'autres, un monstre impitoyable. Son nom, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Né dans la ville de Rio Negro, en Colombie, Escobar a grandi dans un monde de pauvreté et d'inégalité. Son ambition et sa détermination surpassaient tout ce qui l'entourait. Très jeune, il comprit que la richesse et le pouvoir seraient les clés de son destin. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de ce personnage controversé, de son ascension fulgurante dans le monde de la drogue à son empire multimilliardaire, jusqu'à sa chute tragique sur les toits de Medellín. Mais avant de juger l'homme, il faut comprendre le contexte colombien des années 70 et 80. Pablo Escobar, l'assassinat du ministre de la Justice Rodrigo Lara Bonilla déclenche une guerre ouverte avec le gouvernement colombien. Bombes, attentats et assassinats ciblés plongent le pays dans la peur et le chaos. Les États-Unis, alarmés par l'influence grandissante d'Escobar, envoient la DEA et des forces spéciales pour traquer le cartel. Malgré tout, Escobar reste insaisissable, protégé par ses hommes et par la corruption omniprésente. À la fin des années 80, Pablo Escobar n'était plus seulement un trafiquant, il était devenu une légende vivante. La Colombie était plongée dans un chaos permanent. Chaque journée apportait son lot d'attentats, d'attaques contre les forces de l'ordre et de manœuvres politiques. Escobar ne se contentait pas de distribuer des billets et construire des hôpitaux. Il orchestrait une véritable guerre contre l'État et ses rivaux. Son objectif était clair, asseoir son pouvoir et rester intouchable. Pour ce faire, il s'appuyait sur 3 piliers, la peur, la corruption et la loyauté de ses hommes. Les juges et policiers qui refusaient de coopérer étaient éliminés. Les fonctionnaires honnêtes qui tentaient de s'opposer au cartel étaient menacés, kidnappés ou assassinés. La Colombie entière connaissait la devise fatale, plata au plomo, l'argent ou le plomb. L'argent signifiait la survie, le plomb la mort. Escobar savait que la guerre ouverte contre le gouvernement ne pouvait être gagnée seulement par la violence. Il investissait aussi dans la stratégie politique. Il finançait secrètement des candidats locaux, corrompait des députés et des ministres. Certaines rumeurs disent qu'il avait des contacts jusqu'au sommet du pouvoir, permettant à son cartel de se déplacer presque librement à travers le pays. Chaque négociation était calculée avec soin. Une alliance rompue pouvait signifier la mort, tandis qu'une alliance solide offrait un réseau de protection invisible mais efficace. Durant cette période, Escobar affrontait également des cartels rivaux, dont celui de Cali. Les guerres entre cartels n'étaient pas seulement des batailles de territoire, elles étaient des luttes de survie, des échanges de trahison et de meurtres spectaculaires. Les attentats étaient fréquents, parfois ciblés contre des membres. Il s'agissait d'une véritable partie d'échecs géopolitiques, où chaque mouvement pouvait être décisif pour sa survie. La peur et la terreur n'étaient pas réservées aux rivaux ou aux forces de l'ordre. Les civils vivaient sous l'ombre constante des attentats. Les voitures piégées, les bombes dans les bâtiments gouvernementaux et les assassinats ciblés faisaient partie du quotidien. Certaines familles racontent encore aujourd'hui comment elles avaient peur de sortir de chez elles, sachant que chaque jour pouvait être le dernier. Pourtant, Escobar continuait d'accroître son empire. Il investissait dans des infrastructures, blanchissait son argent à travers des entreprises légales et contrôlait des milliers d'hommes à travers le pays. Chaque opération, chaque livraison de cocaïne vers les États-Unis ou l'Europe, était orchestrée avec une précision militaire. Son influence s'étendait désormais bien au-delà de Medellín, touchant toute la Colombie et même des continents étrangers. À son apogée, Escobar vit dans le luxe total. Ses entrepôts regorgent de billets, de voitures et d'armes. Il achète des terrains, des propriétés et investit dans des entreprises légales pour blanchir son argent. Pour le peuple, il est un bienfaiteur. Pour les rivaux et les autorités, il est une menace constante. Chaque acte de générosité est calculé pour maintenir sa popularité et son contrôle. Les rumeurs sur sa fortune deviennent légendaires. Des milliards cachés dans des champs, enterrés sous terre, parfois pourrissant à cause de l'humidité. Certaines histoires disent qu'il perdait jusqu'à 10 000 $ par mois simplement à cause des rats qui dévoraient ses billets. Cette double facette, philanthrope et criminel, fait d'Escobar un personnage complexe et fascinant. En 1991, Escobar accepte de se rendre. À une seule condition, construire sa propre prison, la cathédrale. Ce lieu luxueux comprend terrain de football, jacuzzi et bar privé. Escobar continue à diriger son empire depuis sa cellule. Mais le gouvernement découvre rapidement qu'il continue à commettre des crimes depuis la prison. Les tentatives de transfert échouent, et Escobar finit par s'évader le 22 juillet 1992. Sa fuite marque le début d'une chasse massive à l'homme. Pendant 16 mois, Escobar est traqué à travers Medellín. Les forces spéciales, les cartels rivaux et le mystérieux groupe Los Pepe multiplient les opérations contre lui.
Malgré sa vigilance, Escobar commet une erreur. Il reste en contact avec sa famille, notamment son fils. Les autorités localisent un appel téléphonique et le 2 décembre 1993, Escobar est abattu sur un toit du quartier Los Olivos. Certains disent qu'il a été tué par les forces de l'ordre, d'autres parlent de suicide. Sa mort met fin à l'empire de la terreur qu'il a construit, mais laisse derrière lui un héritage complexe. Après son évasion de la cathédrale, Pablo Escobar entre dans une phase de cauchemar stratégique. Il n'est plus seulement traqué par l'État, mais également par des factions internes et des rivaux avides de vengeance ou de pouvoir. Les trahisons se multiplient. Certains anciens lieutenants, inquiets pour leur propre sécurité, commencent à collaborer avec Los Pepe ou les autorités, mettant Escobar dans une situation toujours plus précaire. Pour se protéger, Escobar met en place un système complexe de planques et tunnels secrets dans les montagnes et les collines de Medellín. Ces refuges sont souvent reliés entre eux par des passages souterrains, des caches d'armes et des réserves de nourriture, permettant des déplacements rapides et imprévisibles. Certaines planques comportent des passages piégés pour repousser les intrus et des dispositifs pour retarder les forces de l'ordre. Escobar se déplace rarement seul, choisissant soigneusement ses hommes de confiance pour chaque mission. Sa vie quotidienne devient un mélange de paranoïa et de stratégie militaire. Il utilise des déguisements, des voitures identiques pour tromper les poursuivants et des points de surveillance pour détecter toute activité suspecte autour de ses planques. Chaque mouvement est calculé avec précision, mais le stress constant commence à affecter ses décisions et ses relations. Pendant cette période, Medellín vit un climat unique de peur et de tension. Les civils sont pris dans les conflits du cartel, entre bombes, fusillades et intimidations. Les rues ne sont plus sûres, les écoles et les commerces vivent sous la menace de représailles. Escobar continue d'exercer une influence subtile sur certains quartiers, utilisant l'argent pour maintenir une loyauté partielle parmi les habitants et réduire le risque de dénonciation. Sa famille subit également cette pression. Sa femme et ses enfants doivent constamment se cacher, se déplacer et vivre dans un état de vigilance permanente. Escobar devient obsédé par leur protection, allant jusqu'à envoyer des messagers et des caméras pour surveiller leurs déplacements. Ces mesures, bien que nécessaires, augmentent sa paranoïa et son isolement. Pendant ces mois critiques, Escobar doit également faire face aux factions rivales au sein de son propre cartel. Les alliances se fragilisent. Certains lieutenants tentent de négocier leur propre sécurité en trahissant d'anciens alliés. Les exécutions sommaires et les intimidations deviennent monnaie courante. Ces luttes internes affaiblissent sa position, mais montrent aussi son génie pour manipuler et contrôler ses hommes jusqu'au dernier instant. Escobar continue à gérer son empire depuis la clandestinité. Il supervise le transport de la cocaïne, la distribution de l'argent et le blanchiment via des entreprises légales. Les rumeurs sur ces caches secrètes alimentent la peur et la fascination. Des montagnes entières remplies de billets enterrés, des ranchs dotés de labyrinthes souterrains et des cachettes équipées pour résister à des assauts prolongés. Certaines histoires racontent qu'il possédait des trésors inaccessibles, même pour ses hommes les plus loyaux. Dans cette période, Escobar montre également un côté stratégique sur le plan de la perception publique. Il continue à financer des projets communautaires et à envoyer de l'argent aux quartiers pauvres. Ces gestes renforcent sa légende et atténuent la colère populaire, offrant un bouclier indirect contre les dénonciations et facilitant sa survie temporaire. Mais la pression augmente. Les forces de l'ordre, aidées par des technologies de surveillance et des informateurs, se rapprochent de plus en plus. Chaque jour devient une course contre la montre. Les mouvements d'Escobar sont minutieusement observés, les appels téléphoniques surveillés et les contacts avec ses proches deviennent dangereux. La tension atteint son paroxysme. Enfin, le 2 décembre 1993, la traque se termine. Un appel téléphonique destiné à son fils est localisé par les autorités. Escobar, pris au piège sur les toits du quartier Los Olivos, tente de fuir, mais son destin est scellé. Les derniers instants sont marqués par un mélange de chaos, d'ingéniosité et de fatalité. Certains disent qu'il a été abattu par la police, d'autres parlent de suicide. Quoi qu'il en soit, l'homme qui a défié un pays entier disparaît. Aujourd'hui, Pablo Escobar reste une figure controversée. Dans certains quartiers de Medellín, son nom évoque la peur et le respect. Dans d'autres, la nostalgie. Son